Lancer. Partage écran. J'ai la pression. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Cool. Alors, bienvenue sur à cette visioconférence où je suis accompagnée du coup de Karine. On va parler ensemble des bases de l'alimentation en lien avec du coup le sport. On va juste avant de démarrer, du coup, en précision, et de se connecter du coup dans tous les sens. Restez jusqu'au bout de cette visioconférence si vous le pouvez. À la fin de cette visioconférence, il y aura un temps d'échange entre vous, entre nous. Il y en aura aussi au milieu, mais beaucoup plus restreint. Coupez vos micros aussi pour qu'on évite les larcènes et les interférences. On reste bien sûr dans le thème de la séance et de l'activité physique et des bases de l'alimentation. On va vous faire partager et on va vous faire participer aussi durant cette visioconférence. Donc, par moment, on vous le dira, l'écran sera indiqué. Vous devrez, si vous êtes avec votre téléphone, cliquer sur votre écran de téléphone. Si vous avez votre ordinateur, du coup, il faudra prendre votre souris et répondre au sondage. Le sondage est anonyme. Les réponses seront publiées, mais en étant toujours anonymes. Et bien sûr, cette visioconférence est enregistrée pour les besoins du replay. À l'issue de cette séance, du coup, vous recevrez chacun d'entre vous le lien pour assister au replay. Vous recevrez aussi le PowerPoint que nous allons utiliser pour les besoins de notre visioconférence. Et Karine et moi, nous vous souhaitons la bienvenue et on y va. Bienvenue. Allez, on tourne. C'est parti. Bienvenue du coup dans ce sommaire. Alors, de quoi va-t-on parler? Ah. Donc, Karine se présentera, je me présenterai du coup ensuite. Nous aborderons le thème de l'eau. Nous aborderons aussi ce que nous mettons dans nos assiettes. Nous aborderons l'activité physique, bien sûr, et nous terminerons avec ce qu'il faut retenir. En fin de visioconférence, nous vous laisserons aussi nos contacts si vous souhaitez qu'on puisse échanger de manière plus, je dirais, individualiste. C'est ça. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Karine. Donc, je suis âgée de 38 ans. Je suis diététicienne libérale. J'ai un diplôme en BTS diététique. Je suis maman de 2 enfants. Et donc, j'ai ouvert mon cabinet à Camaret-sur-Aigle en janvier de cette année. Et j'ai créé également l'association Le Goût de l'équilibre. Je fais une petite parenthèse sur le métier de la diététique, car personne ne savent pas la différence entre une diététicienne et une nutritionniste. Alors, c'est très simple, le statut de nutritionniste n'existe pas. Voilà, il y a des diététiciennes nutritionnistes, des médecins nutritionnistes, mais une personne qui est qualifiée de nutritionniste uniquement n'a pas de diplôme. Voilà, donc moi je suis titulaire d'un BTS. Par ce BTS, donc, j'ai pu faire des stages en milieu hospitalier, entre autres, auprès de professionnels de santé qui ont apporté aussi des connaissances et des compétences que certaines formations ne peuvent pas forcément apporter. Voilà, quand ce sont des formations en ligne de quelques mois. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Ça, c'est dit. Moi, je ne savais pas la différence entre une nutritionniste et une diététicienne. Et elle est diététicienne. Voilà. Voilà pour la présentation. Hop là. Alors, à mon tour, donc je suis Céline Maurice, j'ai l'âge de 33 ans et je suis de mon métier coach sportif diplômée d'État, donc par 2 fois.
Voilà, donc au niveau du BPGEPS, j'ai la mention donc, pour collectif et la mention alter-musculation. Donc, ce sont deux diplômes bien distincts, mais qui se rejoignent sur le terrain. J'ai bien sûr deux enfants, deux petits-enfants, et ça fait presque 12, même 13 ans, voilà, que j'allie mon métier qui est avant tout une passion. Donc 12 ans que j'interviens auprès d'un public majoritairement adulte, hommes, femmes confondus, dans les salles de sport, dans le milieu associatif, mais également aussi auprès de professionnels de santé. Et ben, notamment, voilà, c'est qu'avec Karine, on s'est associés pour cette visio pour vous ce soir. Je suis originaire de la baie de Jeanne d'Arc, donc en région centre. Je suis originaire d'Orléans et je suis arrivée sur Camaret, Orange. Ça fait presque 2 ans maintenant. Et fin des présentations. La parole est à Karine. Donc, nous allons commencer avec l'eau. Et avant toute chose, pour l'eau, nous allons vous faire participer à un sondage pour voir un petit peu vos bases. Ouais, donc là, à vos claviers, vous avez 60 secondes pour répondre à la question: combien de verres d'eau buvez-vous par jour? Allez-y. Combien de verres d'eau buvez-vous par jour? 0 et 3, de 4 à 6 verres d'eau, de 7 à 9 ou alors plus de 9 verres d'eau par jour. J'ai combien de réponses? Allez, j'ai 3 réponses et vous êtes 5. 2 réponses. Ouais, génial. Il manque une réponse. On va décaler du coup notre sondage. Alors, on va mettre fin du coup au moment de cliquer sur votre écran et on va vous partager du coup vos réponses. Attention, partagez les résultats. On partage les résultats. Alors, donc, il y a une personne sur 4 qui boit entre 0 et 3 verres d'eau par jour, une autre personne entre 4 et 6, et 2 personnes plus de 9. Donc, pour ce qui concerne l'eau. Ouais, on ferme. Voilà, donc en ce qui concerne l'eau, je laisse. Voilà, donc la bonne réponse, on va dire, s'il y avait une bonne réponse, c'était environ 7 à 8 verres d'eau. Ça, c'est en situation normale. Notre organisme perd environ 2,5 litres d'eau par jour, entre les urines, la transpiration et la respiration aussi. On perd de l'eau au niveau de la respiration. Notre corps a besoin de 2,5 litres d'eau pour compenser ces pertes. C'est énorme. Voilà. Énorme. Donc, effectivement, on ne va pas boire 2,5 litres par jour, ça fait un peu beaucoup. Donc, déjà, il y a notre alimentation qui nous apporte 0,7 litres d'eau. Après, on a 0,3 litres qui est fabriqué par le corps, donc qui est recyclé, on va dire, d'une certaine façon. Et enfin, le fameux 1,5 litre d'eau par jour que chacun et chacune nous devons boire. Alors, ça, c'est pour une personne dans de bonnes conditions. Voilà, il y a des situations particulières qui nécessitent une augmentation en apport en eau. Donc, il y a des pertes digestives dans le cas des diarrhées. Je suis désolée, il faut aborder le sujet. Il y a les pertes cutanées, donc la transpiration en cas de forte chaleur ou quand vous pratiquez une activité sportive qui vous fait transpirer. Il y a les pertes urinaires, donc certains aliments et certaines boissons sont diurétiques, comme le concombre, la pastèque, le café et le thé. Voilà. Et il y a aussi des produits, des fois, qu'on veut prendre pour éliminer davantage. Mais bon, si on élimine davantage, il faut boire plus. Et enfin, il y a la fièvre. Voilà. On considère qu'il faut consommer 300 ml d'eau supplémentaire par degré de fièvre. Voilà. Pour ce qui est du sport et de l'activité physique en général, pour des entraînements, un entraînement un peu soutenu, il faut compter 1 litre d'eau par heure d'entraînement sportif.
Dans les cas des compétitions, donc là, on passe déjà à plutôt 1,5 litre à 2,5 litres suivant la durée de la compétition. Et quand c'est des matchs de foot ou des marathons, on peut même monter jusqu'à 4 litres d'eau. Bien sûr, pas pris en une fois, hein. Il faut répartir la prise avant, pendant et après l'activité. Le cas particulier des grossesses et de l'allaitement. Donc, c'est pareil, suivant l'avancement de votre grossesse ou quand vous êtes en période d'allaitement, si c'est au début ou quand ils sont plus grands, il faut compter aussi un demi-litre à 1 litre d'eau supplémentaire. Voilà. Et le chiffre important à se souvenir, c'est que la quantité minimale de survie pour notre survie, c'est 1 litre d'eau. Donc, voilà, par l'alimentation, déjà, on a presque 1 litre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui boivent très peu et qui pourtant sont toujours, tiennent bon. Mais ce n'est pas suffisant pour permettre au corps de se renouveler. Voilà, et d'éliminer tous les déchets. Voilà pour ce qui est de l'eau. Ok. Bon, on est OK pour tout le monde. Donc, quand je vous invite à boire un coup, on le fait de bon cœur. Alors, on passe à la diapo suivante. Votre assiette. Alors, parlons maintenant voilà, de ce que l'on met dans nos assiettes. Là, on va lancer, rapprochez-vous de vos écrans. Hop, regardez bien ce qui vous attend. Votre assiette ressemble à… Ah, voilà. Alors, petit A, des spaghettis bolognaises. Petit B, un poisson vapeur et des petits légumes vapeur. C, un bon burger avec des frites. Ou D, du poulet, du riz et des légumes. Donc là également, nous allons poser un sondage et plusieurs réponses sont possibles. Allez-y. À vous. Quel type de plat mangez-vous le plus souvent? Spaghetti bolognaise, poisson avec des petits légumes cuits à la vapeur, C, burger frites, ou réponse D, poulet, riz et légumes. Alors, tic-tac, tic-tac, tic-tac. On en a combien de réponses? 2, 4, 6. Bah, tout le monde a répondu. Alors, merci pour vos réponses. On partage du coup nos résultats. Voilà. Donc ça se joue entre les spaghettis bolognaises, le poisson et les légumes vapeur et la belle assiette de poulet, riz et légumes. Personne ne mange de burger et de frites à part toi, Céline. J'ai honte. Si, moi aussi, j'en mange. Ouais, Honnêtement. ouais, moi, je mange le plus souvent. Je mange le plus souvent. Ouais, oui. Bon, passons et voyons ce qu'en pense du coup Karine, notre diététicienne. C'est ici qu'on clique. Ben non, ça c'est pour après. Attends, voilà, c'est là. Alors, la bonne réponse. Là où les bonnes réponses. Alors, l'assiette D, composée de riz, de poulet et de légumes. Donc, c'est l'assiette qui sera la plus équilibrée sur un repas. C'est-à-dire que dans un même repas, vous avez tout ce qui va bien dans votre assiette. Vous n'aurez plus qu'à accompagner votre assiette d'une petite crudité et d'un fruit frais. Si vous le souhaitez, un produit laitier, du pain et de l'eau. Les assiettes A et B. Alors, les spaghettis bolognaises et le poisson vapeur avec les légumes. Ben, ces deux assiettes, elles sont équilibrées sur une journée. Parce que du coup, vous avez tous vos apports de la journée qui sont présents. Vous n'êtes pas obligé d'avoir à chaque fois une assiette comme l'assiette D. Vous pouvez très bien répartir sur la journée. Après, il y aura quelques petites astuces. Ça serait de privilégier des féculents complets, pour les pâtes par exemple, de faire une bolognaise maison pour pouvoir y intégrer un petit peu de légumes, de maîtriser les quantités de graisse, de matière grasse. Et de même, vous pourrez accompagner vos assiettes d'une crudité et ou d'un fruit frais, d'un produit laitier et toujours le pain et l'eau. Enfin, l'assiette C, le fameux hamburger frites de Céline. Eh ben, elle n'est pas interdite, pas du tout. Voilà. Il faut que ça reste de la congelée. Vous pouvez l'accompagner d'une crudité d'un fruit frais justement pour, on va dire, alléger la facture des calories.
Et après, il y aura une histoire de qualité et de quantité qui feront toute la différence. Un hamburger maison avec un bon steak, avec du fromage en quantité modérée, des frites maison aussi, si vous pouvez avec une friteuse, celle où on ne met pas beaucoup d'huile. Ça peut être des solutions pour manger sans culpabilité. Mais même si vous sortez et que vous ne maîtrisez pas ce qu'il y a dans votre assiette, si vous avez envie de vous faire plaisir, il ne faut pas hésiter. C'est très important. Et donc, bien sûr, avec votre hamburger frites, alors là, on peut accompagner d'une salade ou d'un fruit. Le pain étant déjà dans le hamburger, vous n'aurez pas besoin de rajouter du pain. Par contre, pensez à boire de l'eau. Et oui, voilà, D'accord. Donc, je peux continuer à manger mes burgers, je précise maison. maison, Et mes frites maison. maison. Mais Parfait. occasionnellement. Oui. Oui. Alors, Ouais, c'est comme ta souris. et c'est bon. Donc, on va passer justement sur les histoires de quantité et de fréquence. Alors, l'eau, on a abordé tout à l'heure. L'eau est primordiale, il en faut à chaque repas. Il faut boire entre les repas et vous pouvez boire aussi dans le repas. Les légumes. Alors, les légumes à chaque repas, avec une crudité. Les portions. Alors, il est recommandé des portions de 3 portions de 80 grammes par jour. C'est un minimum. Voilà, c'est les recommandations qui sont faites par le PNNS, le Plan national nutrition santé, l'OMS, la HAS et l'ANSEE. Voilà, tous les chiffres que je vous donne font référence à des organismes qui donnent ces recommandations. Donc, les légumes à chaque repas, ou alors, si vous prenez une grosse portion de légumes le midi, le soir, effectivement, du coup, vous pouvez mettre que vos féculents le soir. Les fruits, donc 2 à 3 portions par jour. Donc, pareil, ce sont des portions d'au moins 80 grammes. En général, les fruits sont un peu plus copieux. Voilà. Et si possible, un fruit frais entier par jour. Alors, la crudité et le fruit frais, je précise, je vous en parle, c'est pour les manger, comment dire, le fait qu'ils soient frais, c'est ce qui vous permettra d'apporter toute votre vitamine C, voilà, qui est indispensable aussi à l'organisme. On ne va pas aujourd'hui s'étaler sur les vitamines, là on reste vraiment sur les structures de repas un peu générales. Voilà. Donc les féculents. Donc, dans les féculents, vous trouverez donc tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, les légumes secs. Donc, en fonction des personnes. Alors, les chiffres que je vous donne aussi sont pour des personnes en bonne santé. J'ai fait une moyenne pour les femmes en rose à 2000 calories par jour et pour les hommes à 2500 calories. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez 2 chiffres. Les féculents, donc j'ai marqué pour les femmes, pour une femme qui a des besoins de 2000 calories par jour, il faudra 80 à 100 grammes crus de féculents. Donc, en général, une fois qu'on les cuit, ça augmente 2 fois et demi à 3 fois le poids. Et pour un homme, de 100 à 130 grammes. Et dont les légumes secs. Alors, les légumes secs, une grosse recommandation là-dessus. En France, on est très mauvais élèves, on n'en mange pas suffisamment. Et ce sont des féculents, mais qui sont riches en minéraux et en fibres. Et on n'en consomme vraiment pas assez. Donc, dans un premier temps, le PNNS, donc le Plan national de nutrition et santé, préconise d'en manger au moins 2 fois par semaine. Vous pouvez en manger beaucoup plus, ça, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment le minimum, c'est d'essayer de l'intégrer dans votre base alimentaire. C'est vrai qu'on n'a pas le réflexe de manger une poignée d'amandes ou si, on va le faire, mais on va pas le faire. On va le faire sur une semaine, quoi. Voilà. Et là, dans les légumes secs, ça sera vraiment plus tout ce qui est lentilles, pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les flageolets. Voilà, toute cette famille-là, en particulier pour ce qui est du plat principal. Ensuite, donc le pain. Alors, il faut pas diaboliser le pain. Vous y avez le droit. Après, ça sera aussi la qualité du pain qui fera la différence. Donc, à chaque repas, en moyenne, vous pouvez manger 30 à 60 grammes par repas. Voilà. Ou si vous n'aimez pas le pain, ça arrive, vous pouvez faire des équivalences avec les féculents. Ou si vous ne mangez pas de féculents, vous pouvez faire une équivalence de pain. Par exemple, l'assiette de tout à l'heure avec le poisson et les légumes, vous pouvez l'accompagner d'un bon pain complet ou céréales, par exemple.
et ça vous fera une équivalence de féculents pour avoir des sucres lents durant votre repas. Enfin, les protéines. Donc, chaque jour, donc pour une femme, par exemple, une alimentation à 2000 calories, il lui faut 75 grammes par jour de protéines. Et je parle bien de protéines, pas de viande. Vraiment, après, pour une viande, par exemple, 100 grammes de viande, comme je l'ai marqué, ça représente 25 grammes de protéines. Mais il n'y en a pas que dans la viande, le poisson ou les œufs des protéines. Vous en trouverez aussi dans le lait, dans les yaourts, dans le fromage, dans le pain et dans les légumes secs. Donc, c'est pour ça qu'en général, on vous recommande de manger des portions de viande, de poisson ou d'œufs d'environ 100 grammes et 1 à 2 fois par jour, parce que le reste de vos protéines dont vous avez besoin, vous les trouverez dans d'autres aliments. Voilà, ils seront complétés. Donc, de là, donc on a parlé un petit peu des protéines, on a parlé un petit peu de sucre complexe, des féculents. Donc là, justement, on va parler du GPL. Est-ce que pour l'instant, vous suivez toujours ou ça fait une grosse masse d'informations là? Faites-nous des signes, oui, non. Ça va? Faites-nous des pouces. Oui, impeccable. Ouais. Alors, Je vais en mettre, ça va pour les autres, vous arrivez à… Ouais, vous êtes au top. super. Merci. Merci. On a pu, Ouais. Alors, je vais vous mettre… Alors, donc, le GPL. Donc, le jeu de mots n'est pas anodin, J'aime bien. parce que c'est le carburant de notre corps. Donc, dans ces carburants, nous avons les glucides, les protéines et les lipides. Donc, pour ce qui est des glucides, alors les glucides, à une époque, vous avez peut-être entendu parler des sucres lents et des sucres rapides. Qui en a déjà entendu parler? Mettez-nous ça dans le Oui. chat, hein, si vous souhaitez aussi dans le chat, vous pouvez nous Un répondre. petit signe de main si ça vous évoque quelque chose. Voilà. Super. Donc aujourd'hui, maintenant, on a changé la dénomination, parce qu'en France, on a déjà changé tout son nom, c'est plus sympa. Donc on parle de sucre simple et de sucre complexe. Donc, les sucres complexes, ça va être tout ce qui est produits céréaliers, les pâtes, le riz, l'avoine, le blé, le sarrasin. Vous aurez tout ce qui est légumes secs également, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots secs. Et donc, le pain également. Donc là, on va dire plutôt le pain complet. Le pain blanc aurait tendance à se situer plutôt dans les sucres simples parce qu'il est trop vite assimilable. Donc, c'est pour ça que souvent, on vous rabâche les oreilles avec cette histoire de pain complet ou de pain aux céréales. C'est parce qu'il est plus complet, plus complexe et du coup, dure mieux dans l'organisme au niveau du carburant. Parce que les glucides, c'est le carburant vraiment du corps, des muscles et du cerveau. Voilà, il est indispensable. Il faut surtout ne pas le bannir. Voilà, tous ces glucides, il faut vraiment les maintenir et les apporter régulièrement au corps pour pas qu'il en manque. Après, il y a des quantités à respecter, c'est sûr. En général, on considère que sur une alimentation à 2000 calories, il faut qu'il y ait 1000 calories qui correspondent à ces fameux glucides. Voilà, 50%. Alors après, dans l'assiette, ça se répartit différemment. Mais voilà, c'est vraiment pour souligner le point important. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de régimes, et même le mot régime ne me plaît pas, mais beaucoup d'alimentations où on vous dit de supprimer ces glucides, le sucre, c'est diabolisé et il ne faut pas. C'est vraiment contre-productif. Voilà, ouais, voilà. Nourrissez pas, et si votre corps n'est pas nourri, il va l'épuiser ailleurs, l'énergie. Et justement, l'énergie qu'il ne trouvera pas, il les prendra dans les protéines. Alors, les protéines, là, c'est plus le carburant, mais c'est lui qui constitue le muscle. C'est lui qui constitue votre masse maigre et le maintien. Alors après, bon, il y a beaucoup de rôles aussi pour les protéines. Hein, ça permet de produire les enzymes, les défenses immunitaires, ça entretient la peau, la régulation, les hormones. Bon, voilà. Les protéines sont très importantes aussi. Il faut maintenir cette masse maigre qu'on appelle qui est communément, nous on l'appelle la masse maigre, mais vous, pour les sportifs surtout, c'est le muscle. Et c'est important d'avoir des muscles bien nourris. Et pour qu'ils soient bien nourris, il faut lui apporter des glucides. Et la protéine ne viendra que le structurer, le renforcer et lui permettre de travailler. Voilà. Donc, au niveau des protéines,
Donc, il y en a forcément dans la viande, dans le poisson, dans les œufs. Et vous en trouverez également dans les légumes secs. Pour les personnes qui ne mangent pas de viande, par exemple, pas de viande, pas de poisson, ou qui sont végétariennes. Les légumes secs. Alors après, il faut toujours associer vos légumes secs avec un produit céréalier. C'est-à-dire avec du blé, avec de l'avoine, avec du riz. Parce que les légumes secs sont des protéines qui ne sont pas complètes à elles seules. Et en général, l'acide aminé qui manque dans le légume sec n'est pas manquant dans la céréale. Et donc, les deux ensemble permettent de retrouver cette protéine complète et d'apporter tout ce dont elle a, tout ce qui est, me perturbe. Tout ce dont tu as besoin, vous avez besoin. Le seul, comment dire, le seul produit céréalier qui soit complet, c'est le quinoa. Alors, le quinoa, lui, voilà, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'être complété par autre chose, à part pour le plaisir de l'associer avec d'autres légumes secs ou céréales, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à chaque fois que vous prenez des légumes secs, si vous voulez remplacer votre viande, il faudra manger des céréales en même temps. Alors, en même temps, comment dire, pas forcément au même repas, mais pareil, ça sera sur la journée. Vous aurez apporté un certain nombre d'acides aminés, les céréales également, et votre corps récupérera tout ce dont il a besoin pour former les protéines pour les muscles. Voilà. Bon, il faut quand même garder à l'esprit que les protéines végétales sont moins bien assimilées aussi par le corps. Donc, il en faudra un petit peu plus que de la protéine animale. Et enfin, les lipides. Concernant les lipides, alors, Je vois que vous prenez des notes. Vous retrouvez aussi les petits. oui, et les grandes lignes sont redites. Donc, tout ce qui est liquide, donc, c'est les graisses, simplement. Donc, vous avez tout ce qui est beurre, l'huile, la crème fraîche. Vous en trouverez aussi ce qu'on appelle des fois les graisses un peu cachées parce qu'on les voit moins. Tout ce qui est dans le fromage, les charcuteries et la viande. Donc, dans les lipides, vous avez déjà dû entendre parler aussi d'acides gras saturés. Donc, ça, c'est ceux qui sont un peu moins bien. Voilà, ils sont saturés. Vous avez les acides gras monoinsaturés. Souvent, c'est l'huile d'olive on fait référence à l'huile d'olive. Et les polyinsaturés que l'on trouve dans l'huile de colza, de noix, de lin, les poissons gras et tout ce qui est fruits secs également, comme tout à l'heure parlé, les noix, les amandes. Donc, ça, ce sont des bonnes graisses. Ce qu'il faut fuir à tout prix, ce sont les graisses transformées et hydrogénées. Donc ça, en général, ce sont des produits issus de l'industrie qui ont été transformés. Et quand vous regardez la liste des ingrédients, il figure, vous pouvez le voir facilement. Naturellement, les graisses transformées hydrogénées, comment dire, quand vous cuisinez, il n'y en a pas. Voilà. Dans votre cuisine à vous, vous n'en trouverez pas. Ça sera que, surtout, ce qui est rapporté du magasin dans des produits ultra transformés. Ultra transformés, il faut voilà. Limiter au maximum. Au maximum. Ça, c'est très mauvais. Du dernier recours. Donc, voilà. Et donc, ces lipides, ils ont quand même une fonction. C'est pareil, parce que si on ne les bannit pas, c'est parce qu'ils ont une fonction très importante pour notre organisme. Déjà, ils ont un rôle énergétique très important. Alors, contrairement aux glucides qui, eux, nous apportent de l'énergie sur du long terme, les lipides nous apportent une énergie un peu, on va dire, instantanée. 1 gramme de lipides, ça représente 9 calories, enfin, kilocalories. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous prenez votre cuillère à soupe d'huile rase pour faire votre vinaigrette, dans votre cuillère à soupe, vous avez déjà 100 calories. Donc, ce qui veut dire que si on se fait une salade verte, avec un demi-verre d'huile, voilà, pensant bien manger, il faut qu'on se méfie. Des quantités. D'accord. Voilà. Donc, en plus du rôle énergétique, c'est vrai que ça rigole. En plus du rôle énergétique, donc, il y a des fonctions aussi très importantes. Ça constitue les membranes de nos cellules. La qualité de nos membranes de cellules dépendront de la qualité des lipides qu'on va manger, qu'on va consommer. Voilà, si elles sont très saturées, très transformées, nos cellules ne vont pas permettre la communication et on va dire encrasser notre corps. Enfin, voilà, ça va mal communiquer, ça va mal fonctionner. Voilà. Au contraire, plus elles seront insaturées et plus ça permettra de la fluidité à notre organisme.
Donc, ça joue aussi sur tout le système plaquettaire, les systèmes immunitaires, les inflammations aussi, la cicatrisation, le système nerveux. Tous ces lipides, donc les transformés, les saturés, aussi ont un impact sur les maladies cardiovasculaires. Voilà, les triglycérides, le cholestérol. Plus votre alimentation sera riche en huile d'olive, en bonne huile insaturée, en amandes, en poisson gras, et plus vos taux de cholestérol et de triglycérides seront bas. Voilà, ça, même si ce sont des graisses tout de même, ce sont des bonnes graisses qui combattent, qui combattent les mauvaises. D'une certaine façon, on peut résumer comme ça. Comme on parle de bon cholestérol et mauvais cholestérol. Voilà, qui est impacté par les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Voilà. Donc, en résumé, pour faire rapide, par exemple, le beurre, l'exemple du beurre, c'est une graisse animale, donc qui est plus saturée. Bon, elle est riche en vitamine A et on en a besoin, mais du coup, on va la privilégier crue pour garder tous les bénéfices du beurre et en minimisant du coup les effets des graisses saturées. Pour cuisiner, on va privilégier plutôt une huile d'olive qui tient bien à la cuisson, qui ne risque pas de faire des composés lorsqu'elle chauffe. Et pour tout ce qui est assaisonnement de salade, donc là, vous avez déjà dû entendre parler des oméga 3, donc tout ce qui est huile de colza, de lin ou de noix. Par contre, j'insiste bien sur le côté que de l'assaisonnement à froid. C'est-à-dire que vous pouvez mettre sur une salade, vous pouvez mettre sur des légumes qui sont déjà cuits, mais surtout ne les cuisez pas. Le bénéfice oméga 3 partirait et en plus, ce sont des huiles qui sont très fragiles et qui dégageraient des composés dangereux pour la santé à la cuisson. Donc, très bien que ça donne froid, ça pourrait devenir très nocif une fois cuit. C'est pour ça que quand je fais la cuisine, quand je mets de l'huile et que ça fume, tu l'enlèves. Voilà, et il faut la changer. Voilà, ne faites jamais fumer vos huiles, c'est pas bon du tout. Ok. Voilà. Donc, merci. Diapo suivante. Donc, on a fait un petit résumé sur voilà, le fameux GPL. Donc, au niveau des glucides, donc tout ce qui est glucides complexes, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les pâtes, le riz, ce sont les complexes. Il faudrait qu'ils représentent 2/3 de nos apports en glucides. Et le reste des sucres simples. Donc là, on va parler par exemple des fruits, des légumes qui contiennent aussi des glucides, tout ce qui est produits laitiers. Voilà, hormis le fromage sec, mais les produits laitiers en général contiennent aussi des glucides. Et après le sucre d'ajout, bien sûr. Donc là, cette partie-là représentera 1/3 seulement de nos apports. Un petit rappel sur les légumes secs, j'insiste 2 fois par semaine minimum. Voilà, à faire. Des fois, c'est difficile de trouver tout un plat à faire avec des légumes secs suivant les saisons. C'est vrai qu'en hiver, un petit cassoulet, c'est facile. L'été, vous pouvez les intégrer dans des salades. Au lieu d'apporter 2 fois dans la semaine, vous en mettez un petit peu tous les jours dans une belle salade composée et ça vous permet de les glisser dans votre alimentation, ni vu ni connu. Voilà. Et enfin, donc, je vous invite à privilégier les produits complets, donc tout ce qui est pain complet, pâte complète, le riz, de préférer des cuissons al dente. Par exemple, pour des pâtes, on parle communément des pâtes al dente. La pâte est un peu ferme et du coup est plus dure à digérer pour l'organisme. Et de ce fait, l'organisme met plus de temps à le digérer et l'effet est plus long dans le temps pour apporter de l'énergie, du carburant à notre corps. Et bien sûr, le moins transformé possible. Alors là, je ne parle pas des industries, je parle vraiment de notre cuisine. Par exemple, une pomme de terre entière qu'on coupe et qu'on mange tiendra mieux au corps qu'une purée de pommes de terre. Ouais. Parce que du coup, l'amidon est déjà cassé, c'est entre guillemets prédigéré et votre organisme, du coup, ça va passer très vite dans le sang, ça va très vite vous apporter ces glucides et être moins long dans la durée. Donc, vous aurez plus vite faim, tout simplement. Voilà. Pour les protéines, donc tout ce qui est viande, poisson et œufs, c'est 1 à 2 fois par jour, avec des portions de 50 à 100 grammes en fonction. Pour les viandes rouges, il est recommandé de consommer 500 grammes maximum par semaine, pour les graisses saturées, entre autres.
Le poisson 2 fois par semaine minimum. Donc ça, par contre, vous n'avez pas de maximum. Et donc, au moins une fois du poisson gras. Donc, le poisson gras pour les oméga 3. Oui, c'est vraiment, quand tu parles poisson 2 fois par semaine, que du poisson comme du saumon, que tu dis poisson gras, Oui. ou du poisson blanc. Il y a Alors, une différence entre le oui. poisson blanc Oui, gras et gras. Alors, bon, surtout le saumon, c'est vraiment particulier parce que c'est un poisson qu'on dit bioaccumulateur, c'est-à-dire que c'est un poisson qui est gros et qui peut stocker beaucoup de métaux lourds. Donc, effectivement, le saumon est peut-être un exemple. Il n'y a pas de souci. Le poisson, privilégié après les autres poissons, mais si ce sont des petits poissons comme la sardine, le hareng, le maquereau, qui sont des poissons gras aussi, voilà, il n'y aura pas de souci. Ou la truite. La truite, effectivement, est un plus petit poisson et elle n'est pas bioaccumulateur. Et quand elle est saumonée, du coup, on se retrouve pas loin d'un petit saumon. Il n'y a pas de souci. Et enfin, la charcuterie. Donc, la charcuterie, donc il est préconisé de consommer maximum 25 grammes par jour, même pour le jambon. Alors là, c'est bon, aussi un petit peu pour ces graisses saturées et surtout parce que la charcuterie, c'est très salé. Voilà, oui. Donc ça, c'est pour les sels. Le sel, effectivement, on consomme beaucoup trop de sel en France. Alors là aussi, on pourrait faire encore tout un chapitre sur le sel, mais je ne veux pas vous embêter avec ça ce soir. Voilà, on reviendra sur le sujet si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était par rapport à ça. Et donc, pour les lipides, donc voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le beurre cru, ne cuisez pas le beurre. Voilà, c'est vraiment pour son apport en vitamine A qu'il est intéressant. Préservez-le et mangez-le cru ou alors sur des légumes chauds, juste si vous voulez vraiment que vous aimez le goût, votre petite noisette de beurre, mais ne le faites pas cuire. Privilégiez l'huile, par exemple, d'olive. Il y a l'huile d'arachide aussi, de pépins de raisin qui sont bien pour la cuisson, qui tiennent bien à la cuisson. Voilà. Ouais, tu as une multitude d'huiles. Oui, il y a vraiment un très, très grand choix d'huile. C'est beaucoup mieux. Donc, les oméga 3 pour les assaisonnements à froid. De limiter les graisses saturées, donc c'est les graisses animales en général, donc le fromage, la charcuterie, les viandes rouges qui sont très riches et la crème fraîche. Voilà. Consommer des noix, des amandes, des graines et des poissons gras pour les oméga 3. Alors, j'insiste sur les oméga 3, c'est pareil, on n'en consomme pas assez et ça a vraiment des effets cardioprotecteurs. Pour nos artères, pour notre cœur, pour même les personnes qui souffrent un peu d'inflammation, qui ont des douleurs inflammatoires. Je vous dis pas que ça va, comment dire, vous soulager du jour au lendemain et changer tout, mais ça fait du bien. Sincèrement, ça fait vraiment du bien. Voilà. Et éviter au maximum donc ces graisses trans et hydrogénées dans les produits ultra transformés. Waouh, base d'informations là. Voilà. C'est vrai que. Alors, un dernier petit point. Un avant-dernier petit point, donc les produits laitiers. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'en consomment pas, soit parce que voilà, on leur a déjà dit que c'était pas forcément bon ou qui sont intolérantes au lactose, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne digèrent pas du tout le lait. Il y en a qui n'aiment pas. C'est un goût vraiment particulier, donc c'est vraiment une histoire de goût. Bon, en tout cas, on préconise, donc toujours le PNNS préconise 2 à 3 produits laitiers par jour pour les apports en calcium. Pour les personnes qui n'en mangent pas, donc on peut trouver du calcium dans plein d'autres aliments, dans les choux notamment, dans les amandes et les noix aussi. On en trouve aussi un peu dans la viande, tout ça. Donc on peut, comment dire, pour les personnes qui ne consomment pas de produits laitiers, c'est pas dramatique. On peut pallier à ce problème-là pour maintenir quand même le calcium, l'apport en calcium. Et il y a les os aussi. Il y a des os qui sont très riches en calcium. Et le calcium de l'eau est très bien assimilé par notre organisme. Donc, voilà, ça peut être une bonne solution pour les personnes qui ne consomment pas de produits laitiers. Enfin, les produits laitiers apportent aussi des protéines. Voilà, donc surtout si vous êtes par exemple végétarien et que vous ne mangez pas de viande et de poisson et ou d'œufs, les produits laitiers peuvent être une façon aussi de compléter vos apports en protéines pour vos muscles. Et enfin, le lait, forcément, et les yaourts sont assez riches en eau, donc au niveau de l'alimentation. Donc, ça fait une quantité non négligeable d'eau pour votre corps. Donc, voilà, si vous n'en consommez pas, ce n'est pas grave, mais pensez à vous hydrater suffisamment.
Voilà. Et enfin, quelque chose qui est aussi, je pense, voilà, 2 à 3 produits laitiers par jour. Et voilà. Et les petits plaisirs dans tout ça. Ça, là, j'aime bien. Voilà. Donc, on a le droit. Ça aussi, on a le droit. Voilà, c'est toujours des quantités, des fréquences. C'est toujours, tout est dans un rapport de qualité, de quantité et de fréquence. Voilà. Donc, les petits plaisirs, ben, on a le droit. Tous les jours, d'ailleurs, on a le droit. On recommande de ne pas, enfin, d'apporter au maximum 10% de notre énergie en sucre simple, sucre ajouté. C'est-à-dire que par exemple, pour 2000 calories, pour une personne qui consomme 2000 calories par jour, ça va représenter 50 grammes de sucre ajouté. Donc, c'est-à-dire que c'est le sucre de votre café, un petit bonbon ou un petit chocolat que vous mangez. Bon, les bonbons, c'est plus pour les enfants, mais il y a des adultes qui sont assez friands. Les chocolats, les petites pâtisseries, le sucre qu'on rajoute dans son yaourt. Voilà, on peut. C'est autorisé, c'est plus qu'autorisé, hein, mais c'est pareil. Voilà, il y a des quantités quand même qui sont préconisées. En plus du fait que ça soit cariogène, hein, ça donne des caries. Hein. On dit assez aux enfants de ne pas manger trop de bonbons, ils vont avoir plein de caries, ils vont avoir mal aux dents. En plus de ça aussi, c'est du sucre qui est très rapide, qui va venir très vite dans notre organisme et qui va avoir du coup, quand notre organisme va être très très haut en sucre, va avoir tendance du coup à chuter et souvent à créer des petites hypoglycémies. Alors des fois, on a l'impression d'avoir bien déjeuné le matin, d'avoir fait un bon petit-déj et 1 heure ou 2 après, on a faim. Ben, en général, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire qu'on a mangé trop de sucre rapide et pas assez de lent. Et du coup, notre organisme, voilà, c'est ça, les fameux index glycémique. Et dans le temps, du coup, on ne tient pas suffisamment en énergie. Voilà. Donc, voilà. Ouais, je pense que là, ça va être à retenir du coup. Voilà. Donc, vous pourrez revoir après sur le PowerPoint qu'on va vous envoyer. Voilà, c'est une petite pyramide qui retrace un petit peu tout ce qu'on a dit. Ça aborde donc l'eau, voilà, la boisson indispensable à l'organisme. Bien sûr, on peut la prendre sous forme de thé ou de café également. Les fruits et les légumes indispensables, 5 portions par jour minimum. Les légumes secs, les produits céréaliers, donc tout ce qui est féculent pour l'énergie. Les protéines, donc les viandes, viande, poisson et œufs, et les produits, qui contiennent aussi des protéines comme le lait, les produits laitiers, le fromage, pour compléter cet apport pour vos muscles. Vous voyez qu'au fur et à mesure, moins c'est important et plus ça s'affine en haut, c'est normal. Donc ensuite, on a les matières grasses qui sont très riches en quantité d'énergie. Donc du coup, on en aura besoin en moindre quantité. D'un point de vue vraiment énergétique, ça fera une petite quantité, mais les apports seront là. Et enfin, donc, les produits sucrés. Alors, ils disent en général sucré ou gras, donc ce sont les petits plaisirs, hein, le petit biscuit apéritif aussi, ou la petite canette de cola pour ceux qui en consomment. Voilà, ça, on peut, voilà, de temps en temps, dans des quantités modérées. Si on a fait tout ce qui était à la base de la pyramide. Aussi, voilà. Ouais. Il faut suivre toute la pyramide jusqu'en haut. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Donc, ensuite, normalement… Alors là, ça va être… la parole est à vous. On va vous demander de réactiver vos micros. On va… Hop, voilà. Réactiver du coup chacune vos micros. Si vous avez du coup des questions, on va faire un petit tour de table très rapide. Vous avez 1 minute du coup pour vous exprimer sur déjà la partie diététique et nutritive. Si vous avez des questions aussi, avant d'enchaîner avec la partie activité. Donc déjà, hop, attendez, on va se mettre l'écran comme ça. Est-ce que qui a une question? Plusieurs questions, disons. Moi, j'ai une question. Oui, Voilà. Myriam. Quand on est ménopausé, ça change beaucoup de choses, même si on fait attention à ce qu'on mange. Alors, est-ce qu'il y a une astuce pour ne pas prendre du poids constamment comme ça?
à l'infini. Bonne question. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des hormones aussi, voilà, à l'approche de la ménopause, pendant la ménopause, ça Moi, change je suis dans la beaucoup. ménopause depuis 4 ans, donc D'accord. voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà les hormones qui font que naturellement, on va plus stocker au niveau du ventre. Mm. Ça, c'est physiologique, on n'y peut rien. On peut, par contre, au niveau des apports, alors en même temps que la ménopause arrive, en fait, c'est que l'âge passe un peu aussi. Je suis désolée. Et en fait, les besoins ne sont pas forcément les mêmes et il faut un peu réadapter son alimentation vraiment à nos besoins. Alors, vous êtes encore dans la tranche d'âge où vos besoins, vous êtes quelqu'un d'active, vous avez encore des gros besoins. Voilà, vous n'êtes pas une personne âgée ou des personnes ont moins, on va dire, quelque part, on dit qu'elles ont moins besoin de manger, mais c'est faux parce qu'en fait, elles assimilent beaucoup moins bien aussi. Donc, en fait, tout au long de votre vie, vous devez consommer, avoir des apports réguliers et comment dire, réguliers et en quantité suffisante. Alors, la ménopause, c'est vrai qu'il peut y avoir déjà une première recherche au niveau, alors, c'est pas pour botter en touche, mais vraiment de commencer par le médecin, en lui demandant des dosages un peu en hormones, voir s'il y a d'autres choses qui ont pu bouger par rapport aux modifications d'hormones et qui pourraient impacter votre organisme, votre façon d'assimiler et de réagir. Après, une bonne astuce, c'est de maintenir son métabolisme. Et pour ça, Ouais. c'est Alors, bien. pour répondre justement dans les changements au cours d'une vie, donc il y a plusieurs changements hormonaux au cours d'une vie. Donc, il y a la préadolescence, l'adolescence. Ensuite, pour les femmes, du coup, il va y avoir, s'il y a état de grossesse, une fois, deux fois, voire trois. Et plus on avance dans l'âge et plus forcément, il va y avoir l'étape de la ménopause. Tous ces changements, en fait, on les compare à une compétition et la préparation du coup au corps et la préparation aussi mentale. Il y a l'aspect sommeil à prendre en compte, il y a l'aspect mental à prendre en compte. C'est pas qu'une question physique, le changement de ménopause, c'est aussi un changement qui opère au niveau de votre poids sur la balance, mais aussi un changement au niveau du mental. Et tous ces aspects sont à prendre en compte. C'est-à-dire que là, votre corps va stocker un peu plus parce qu'il va devoir faire des réserves. Et du coup, ce changement va devoir avoir un changement aussi sur vos habitudes, notamment alimentaires, sur vos habitudes aussi de sommeil. Peut-être qu'il va falloir dormir peut-être un peu plus, un peu moins, tout dépend aussi de comment vous dormez, et il va falloir varier aussi votre activité derrière. Il y a le facteur aussi accepter voilà, et ça, une fois que J'ai pas entendu accepter que. accepter voilà que l'enveloppe corporelle, que la peau, la qualité de la peau aussi évolue. Je ne dis pas change, mais évolue. Donc, il y a plusieurs facteurs vraiment dans la prise de poids. Donc, il y a plusieurs facteurs à étudier, alimentaires. Les, tu l'as dit en plus, les hormones, mais voilà, les analyses sanguines, voilà, aussi à prendre en compte. Ensuite, la qualité au niveau du sommeil qui va jouer énormément et seulement après l'activité physique. On a répondu à ta question? Oui, oui. En partie. On n'a pas de solution miracle. C'est que chaque personne est vraiment différente et il faudrait, moi pour ma partie, il faudrait vraiment qu'on puisse discuter de vos habitudes pour voir lesquelles seraient à modifier, à adapter un petit peu pour voilà. Mais c'est vrai que c'est Pour une vous aider. question qui me revient moi très fréquemment. Oui. Quand on rentre en période de ménopause,
ou même pourquoi je prends du ventre et pourquoi j'arrive pas à perdre. Donc, ouais, Prends partout, merci. de là, c'est partout, ouais. Merci. Merci. Est-ce que, du coup, quelqu'un d'autre a une question? Non. Non. Lucie, non? Non. Oh, on est... on est- Presque. Ce que je vous propose, c'est que, est-ce que vous avez besoin de faire une petite pause ou on enchaîne? On enchaîne. On enchaîne? Non. Donc, on enchaîne. Merci du coup pour un max d'informations. Ouais. Waouh. Alors, merci à tout le monde. Il y a beaucoup d'informations. Il y a tellement de choses à dire. Honnêtement, c'est ma première visio et je vous en ai pas dit le 10e de ce que j'avais prévu. Sinon, on y est jusqu'au bout de la nuit. Je suis désolée. Mais promis, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en refaire une, voilà, ça sera avec plaisir et je vous raconterai encore plein de choses qui vous passionnent et moi aussi. Merci. Merci. Allez, bon, bah alors si vous souhaitez enchaîner, on enchaîne avec du coup, elle est où? Elle est là. Activité physique et Céline dans tout ça. Activité physique. Alors, ouais, on va vous écouter un petit peu. On va être bien. C'est merci, assistante. Alors, vu que vos micros sont activés, est-ce que vous avez une idée déjà des bénéfices de l'activité physique ou du sport? Les bénéfices, il y en a plusieurs. Comme ça, allez-y. Ben, pour le moral, hein. Morale. Pour le cardio. Mhm. Bon, ça fait 2. Alors, on va vous demander du coup, je pensais bien que vous préfériez le petit sondage. Donc, on va vous demander du coup, tac, de vous rapprocher de votre écran. Oh, pourquoi il me met toutes les 3? Alors, combien de qualités physiques possède-t-on par jour? Ouais, vous voyez ou vous ne voyez pas le sondage? Oui, oui. Ici. Oui. Mais attends, mais c'est pas tout de suite. Pourquoi je l'ai lancé? Non, ne répondez à rien. C'est pas Ah. tout de suite. Ça y est, je me mets en mode. Non, on était au bénéfice. Vous allez trop vite. Donc, non, on était au bénéfice. Donc, on a eu le cardio, on a eu du coup le moral. Alors, oui. Hop. Bénéfice, ça vient oxygéner complètement le corps et l'esprit. C'est pour ça qu'on rabâche généralement un esprit sain dans un corps sain. Donc, bénéfice premier, le bénéfice que l'on a tout de suite, imminent, dès qu'on a fait une activité physique, c'est vraiment que ça vient nous oxygéner et on ressent tout de suite un mieux-être. Donc ça, c'est le premier point qui vient impacter en fait votre entraînement et aussi au niveau du moral. Point numéro 2, vraiment, c'est que ça vient diminuer le taux de mauvais stress. Ça lutte contre le mauvais stress et le taux d'anxiété. Donc, ça fait drastiquement en fait baisser le taux d'anxiété, le taux de stress, voire même ça aide à lutter contre les états dépressifs. Après, vraiment, tout dépend de l'état aussi pratiqué, de l'activité physique pratiquée. Moi, si tu vas me faire un cours de karaté, je pense que mon taux d'anxiété, il va monter en flèche. Continuons dans les bénéfices du coup. Alors, c'est un bénéfice à moyen long terme. C'est un bénéfice dit caché. Ça vient améliorer votre charisme, ça vient améliorer votre posture, votre manière de vous maintenir, votre manière de bouger du matin jusqu'au soir. Un bénéfice aussi caché qu'on observe,
après un bon mois, je dirais un bon mois vraiment de pratique, c'est l'amélioration du sommeil réparateur. C'est pas que vous allez dormir plus longtemps, mais ça va impacter la qualité du sommeil récupérateur. C'est pour ça qu'on parle de bonne ou mauvaise fatigue. Voilà. Et le fait de bouger, le fait de vous tenir plus droit, le fait de mieux dormir, il y a un impact drastique sur la digestion. Quand on bouge, ça vient masser les organes. Et le fait de masser les organes, du coup, accélère, favorise la digestion et a un impact sur le ventre tonique. Je ne parle pas encore de ventre plat, mais je parle vraiment sur un bon transit, favorise un ventre beaucoup plus tonique, beaucoup plus tenu. Là, on est vraiment sur les bénéfices à moyen, long terme. Et en plus, si on a mieux mangé avant, on est dans le bon. Poursuivons du coup dans nos bénéfices. Alors, ça vient améliorer la connexion corps-esprit. Je m'explique. Vous venez me voir parce que vous avez mal au dos. Je prends un cas concret, mais en même temps, et voilà. J'ai mal au dos, donc je vais faire du sport. Le fait de faire de l'activité physique vient vraiment réveiller votre écoute corporelle. J'ai mal au dos, mais j'ai mal au dos dans quel mouvement et dans quelle habitude j'ai mal au dos. Donc, ça nous permet de mieux écouter en fait les réponses qui sont envoyées par notre locomotive, je dirais, par notre enveloppe corporelle. Et le fait de les analyser, de les entendre, de les comprendre vient aussi améliorer notre manière et notre sensibilité au mouvement. Et encore, je ne vous ai pas parlé de... Et paf, augmente drastiquement notre système immunitaire. Alors là, crise Covid, on est fin de crise Covid. Voilà. Mais le fait de bouger bien, en étant connecté justement à notre corps, vient booster notre système immunitaire. J'aime bien les cas concrets. J'ai un rhume. Voilà, j'ai un rhume. 2 réactions par rapport à ça. Réaction numéro 1, je me planque au chaud sous ma couette et voilà, devant la télé, j'attends que ça passe parce que de toute façon, j'ai pas envie de bouger. J'ai le nez qui est bouché et j'attends que ça passe et je vais prendre des médicaments, admettons. Ou cas numéro 2, où là, on est un petit peu plus, je dirais, connecté à son corps. Et soit on se couvre un peu, histoire de transpirer, et on va faire soit une bonne marche, soit un footing, soit on va se mettre à faire je dirais, du jardinage, du ménage, mais du coup, vous allez bouger, vous allez faire du mouvement dans l'enveloppe corporelle pour transpirer, donc pour éliminer ces 2,5 litres du coup d'eau. Et le fait justement de bouger, d'amajorer, je dirais, le mouvement, eh bien, vient stimuler notre système immunitaire. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a de plus en plus de médecins qui pratiquent le sport sur ordonnance et de plus en plus de mutuelles aussi qui remboursent certaines pratiques sportives. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Allez. Alors là, je me suis inspirée de sources de l'Organisme mondial de la santé sur ce qui est recommandé du coup pour vous, donc des femmes. Voici ce que nous recommande l'OMS. De l'activité physique, hein. Je parle d'activité physique et non pas de sport. Alors, l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, pour les femmes bien portantes, justement, qui ne montrent pas de,
je dirais, de pathologie voilà, prédominante, de contre-indication. Voilà. Ça va être une activité physique régulière. Donc, quand moi je parle de régularité, j'aime bien imager ça sous forme. Donc, c'est 3 fois par semaine. La régularité, c'est 3 fois par semaine. C'est minimum 30 minutes d'activité, de mouvement, mais 30 minutes consécutives. Vous nous entendez toujours? Ça bug un peu. Ouais, ça bug. Ça bug un peu. Ouais. On va ralentir. C'est bon. Donc, c'est vraiment voilà, 30 minutes de manière consécutive et ça va être de l'activité variée et adaptée. Je m'explique. Notre corps, du coup, une fois qu'on lui a donné à manger donc des glucides, des protéines, des lipides, va avoir besoin, du coup, pour les assimiler, les transformer, de mouvement. Donc, vous voyez, pour digérer et masser au niveau des organes. Une fois que ces aliments sont dans les muscles, dans les tissus, il faut qu'ils nous servent. Donc, les protéines vont nous servir en renforcement musculaire. L'activité physique adaptée va, dans votre quotidien, faire intervenir vos muscles. Nous avons, dès le plus jeune âge, des muscles et ces muscles, il faut les entretenir. Un muscle qui est endurant, qui est musclé, est beaucoup plus, je dirais, énergivore en termes de calories qu'un muscle qui est flasque. Le poids sur la balance, si c'est juste un poids, eh ben, il ne va pas être vraiment indicateur de bonne santé. Les personnes qui viennent me voir en me disant « je veux perdre du poids », je leur fais faire du renforcement musculaire avec des poids, avec des charges. Il faut qu'il y ait un engagement musculaire. Cas concret pour les femmes, nous sommes capables de soulever des poids de 5, nous sommes capables de soulever des poids de 10 kilos. Et le fait de déplacer des charges va vraiment engager le renforcement musculaire au cœur des fibres. Ça, c'est pour la partie, du coup, protéines. Il nous faut aussi une activité cardio-respiratoire. Donc, cardio-respiratoire, ça va être un peu plus sur je dirais, de l'endurance. Il va falloir qu'on soit un peu essoufflé, qu'on soit un peu essoufflé. Donc, ça, quand il nous faut, je dirais, monter les escaliers, quand il nous faut, voire même transporter les sacs de course du caddie jusqu'au coffre de la voiture, ou si tu as oublié ton caddie, comme moi, généralement, j'oublie de prendre un jeton, ben voilà, je me porte les sacs de course et puis je marche en même temps. Du coup, tu fais les deux, le cardio et les muscles. Ouais, du coup, voilà. Ou du coup, je fais des drives. Voilà, donc il nous faut vraiment mixer. Enfin, le top du top, c'est vraiment de mixer du renforcement musculaire et une activité cardio-respiratoire 3 fois minimum par semaine et 30 minutes consécutives et qu'elle soit adaptée à notre forme du jour. Allez, c'est là maintenant le sondage. Alors, on va vous faire travailler un petit peu les ménages au niveau des qualités physiques. Alors, combien de qualités physiques possède-t-on? Est-ce qu'on en possède 5, 7, 10 ou 16? Je vous donne un petit indice, qualité physique. On va parler de souplesse, on va parler d'équilibre. Donc, vous répondez juste à la question 1 pour l'instant. Combien de qualités physiques possède-t-on? Physique. Ouais, on ne parle pas de beauté là. Je pensais qu'on pouvait sélectionner.
Juste une question par question. Vous avez répondu? Oui. Ah ouais, ça apparaît pas. Alors, ouais, je crois qu'il répond. Il faut appuyer sur suivant. Ah oui, parce que vous avez d'autres questions, mais les autres questions, je voulais les placer un peu plus tard. Alors, allez-y, répondez aux questions suivantes en même temps. Donc, question 2, combien de pas par jour est-il recommandé de faire? Réponse 1, 4000. Réponse 2, 7000 pas par jour. Réponse 3, 10 000 pas par jour. Et réponse 3, d'après vous, combien de battements par minute? Donc, les battements du cœur au repos. Repos pour un adulte. Ah, voilà, c'est bon. Ça, c'est la question piège. Allez, dernière réponse. Tout le monde a répondu, c'est parti. Mettre fin au sondage. Donc, on va partager les qualités physiques. Donc, qualités physiques, combien en possède-t-on? 5, 7, 10 ou 16? On va voir la réponse tout de suite. Les qualités physiques, on en a 10 au total. C'est pour ça que nos entraînements doivent être variés pour que toutes les qualités physiques puissent être cochées. La qualité première, c'est notre équilibre. La qualité première, c'est notre équilibre, notre capacité à nous tenir, pas forcément sur nos deux pieds, mais vraiment à nous tenir sans que l'on puisse chuter. Ensuite, on a une qualité aussi de précision, la justesse de nos mouvements. Notre agilité. Tout ça, hein, vous voyez, et je n'ai pas encore parlé de points. Donc, notre agilité, notre coordination aussi, donc la marche. La marche, du coup, regroupe toutes ces qualités physiques. On va parler aussi de puissance. Donc là, c'est un peu plus, je dirais, dans l'engagement musculaire. La vitesse. Vitesse plutôt en vitesse de sprint. Notre capacité à aller vite. Notre flexibilité. La force. Résistance musculaire. Donc là, c'est notre capacité à tenir un effort sur du long terme, la résistance musculaire. Et enfin, l'endurance cardiovasculaire. Ces qualités physiques doivent idéalement toutes être travaillées, entretenues avec des prédominances. On a toutes des facilités, on a tous des facilités dans telle ou telle qualité physique. Par exemple, les femmes sont plus, c'est une généralité, j'aime pas faire ça, mais les femmes sont plus endurantes au niveau du bas du corps. On a plus de facilité, je dirais, à faire des efforts longs avec nos jambes que faire des efforts longs avec nos bras, notre dos. Donc, l'intégralité de ces qualités physiques doit idéalement être travaillée pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. C'est pour ça qu'il est recommandé de varier vos activités. Et oui, c'était le questionnaire du coup. Toc, toc, toc. En termes de pas, donc du coup, voilà, c'était la question ici. Les pas par jour, donc ça, c'est l'OMS, l'organisme mondial de la santé, qui nous les recommande. Et
assez, je dirais, déstabilisant le résultat, mais la bonne réponse, c'est 10 000 pas par jour. C'est énorme puisque ça représente 7,5 km par jour. Et là, on s'adresse à vous, hein, femme bien portante, voilà, avec une tranche d'âge justement entre 20 et 50 ans. Donc, voilà, c'est la bonne réponse, 10 000 pas par jour. Là où les professionnels de santé et les professionnels aussi du sport ont diminué un petit peu la barre à 7 000 pas par jour. 10 000 pas, ça impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Monsieur, madame, tout le monde, il faut les partir les 7 km et demi. Donc, on redescend, on préconise à 7 000 pas par jour. À votre avis, vous y êtes? Moi, ça dépend des jours. Ouais, ouais. Moi, ça dépend des jours. Et pire, là, depuis qu'on est derrière un écran, là, en télétravail, pire, pire, pire. Du coup, il y a forcément aussi un bon indicateur pour vous, c'est de mesurer votre fréquence cardiaque au repos. Cette fréquence cardiaque, elle nous est utile, nous, professionnels du sport, pour établir notre programme d'entraînement sportif. Donc, Myriam, Oui. par exemple, lorsqu'on vous demande votre fréquence cardiaque au repos, elle est située idéalement entre 40 et 60 battements par minute. Petit récap, lorsque vous vous réveillez, que vous êtes encore au lit, là le matin, vous restez au lit avant de poser le pied par terre. Vous allez chercher là au niveau du cou les tout petits battements et vous comptez pendant 15 secondes. Donc aussi, vous avez prévu le petit timer pendant 15 secondes. Et ensuite, au bout de 15 secondes, vous multipliez le résultat obtenu par 4. Si vous vous trouvez entre la zone de 40-60, si vous êtes au-delà des 60, c'est qu'il y a, je dirais, des paramètres à réajuster. Je vais mettre comme ça parce que du coup, je préfère vous voir en... On reviendra du coup sur les diapos après. Donc, les paramètres à réajuster, voilà, ça va être si je veux perdre du poids, si je veux, à l'inverse, gagner un petit peu plus en masse musculaire. En masse maigre, moi, je parle en masse musculaire. On va avoir besoin de ces indicateurs-là et même pour vous, vous pouvez les suivre. Donc, sachez que le matin ou au repos, après 1 heure d'inactivité, votre fréquence cardiaque entre 40 et 60. C'est un indice aussi de santé pour un cœur sain. C'est-à-dire que si vous arrivez à récupérer facilement après un effort plutôt intense, modéré, si votre fréquence cardiaque explose les 230 pulsations et que vous mettez trop de temps à redescendre, là, on va s'inquiéter un peu plus. Donc, les programmes d'entraînement vont du coup s'ajuster sur votre fréquence cardiaque, donc les battements par minute, les B et M. Tout ça nous amène à dire que, en gros, il faut qu'on bouge, il faut qu'on promène le chien, il faut qu'on jardine, il faut qu'on habite au 10e étage sans ascenseur. Il faut qu'on prenne idéalement plus le vélo et moins la voiture ou moins les transports en commun. Qu'on puisse prendre soin de nous et soin de nos proches, puisque on en a besoin aussi d'avoir des proches en bonne santé. Et ils ont besoin aussi de vous voir et de vous sentir vous aussi en bonne santé et que justement, le fait de le refléter aux autres, eh bien, je pense que ça peut impacter la vision des autres.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Non, Non. faut bouger. Bougez, bougez. 7 km et demi. Voilà, 7,5 km, c'est la barre qui est préconisée, mais on redescend à 7000 pas par jour. 4000. On est plus sur du 4 km. Après, si vous êtes des personnes actives dans votre maison et vous faites un peu de ménage, les courses, ranger les courses, de ranger un peu les affaires. Enfin, bon, nous, on a des enfants, donc forcément, on passe beaucoup de temps à ranger les jouets et tout le bazar qui traîne. Et ben, on s'en rend pas compte, mais mine de rien, on en fait quelques-uns des pas dans la maison au quotidien. Pour peu que vous ayez, je sais pas, un petit jardin, un chien à promener, que vous soyez pas trop loin du centre-ville pour aller chercher le pain. C'est vrai que c'est des pas qu'on ne se rend pas toujours compte. Depuis que je connais Céline, je regarde un peu plus mes pas et je me suis rendu compte que finalement, j'en fais quand même pas mal sans m'en rendre compte au quotidien. J'ai pas l'impression de bouger dans ces moments-là, mais si, je bouge mon Voilà. corps. C'est pour ça qu'on parle d'activité physique et pas de sport. C'est vraiment majorer le mouvement. Limiter la sédentarité. Limiter la sédentarité, oui, parce que la dernière étude de l'OMS, là, la toute fraîche, ça m'a rebondi. La différence, un coût financier sur 6 mois d'une personne nomade à une personne sédentaire, nomade, je parle qui se bouge hein, plusieurs fois par semaine, une personne, je dirais, beaucoup plus sédentaire, donc qui reste assise ou qui reste allongée, le coût financier sur 6 mois est de 250 €. La personne sédentaire va avoir une dépense de santé avoisinant les 250 €. Supérieur à une personne qui Qui se bouge un peu plus. Ouais. Qui va sortir le chien, Pourquoi je parle de chien? que le chat, ça va mal à sortir. Ah oui. Bon, en tout cas, oui, voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que par exemple, l'exemple du petit rhume était vraiment parlant. Voilà, au lieu de faire chez le médecin, de prendre des médicaments, de tenter déjà d'évacuer le plus gros dans une bonne marche, une bonne concentration. Mais ça fait partie de ces économies aussi qu'on fait faire à la sécurité sociale. Bon, surtout à nous. Et surtout à nous aussi. Surtout à nous. Voilà. Merci en tout cas. On va vous mettre en dernière page. Tu as raison. Merci. Oh là là. Nos contacts, si vous voulez, voilà, vous voulez prendre rendez-vous. Voilà, on va vous mettre ici. Hop, voilà, ce qu'il faut retenir, bah voilà, du coup, on vient de le dire. Donc, varier et allier les plaisirs en disant stop surtout à la sédentarité. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps parce qu'il vous le rendra. Et j'ai même envie de dire, tu vois, même les autres aussi. On aurait dû le mettre sur la slide. Il vous le rendra et les autres aussi. Et aimer son corps en forme avec ses formes. Ça, c'est dit. Oui, Voilà. voilà. C'est pas parce qu'on a des formes qu'on n'est pas en forme. Bah voilà, justement. Alors, si cette visioconférence vous a convenu, si vous souhaitez rentrer, je dirais, en contact avec nous de manière beaucoup plus individuelle, beaucoup plus intimiste, les coordonnées de Karine Janot, son mail karine.janot@hotmail.com, son site internet, lorsque vous recevrez ce diapositive, vous pouvez cliquer dessus. Son numéro de téléphone, le 06 36 40 24 46. Voilà. Et pour Céline, donc si vous voulez la joindre, donc son adresse mail, céline.maurice45@gmail.com. Vous pouvez nous trouver toutes les deux du coup sur Facebook aussi si vous l'avez. Et donc le site internet de Céline, ça sera pareil. Dès que vous aurez le diaporama, vous pouvez cliquer sur le lien, ça vous emmènera directement sur le site internet. Et le numéro de téléphone, le 06 58 36 35 25. Voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter, même si c'est
email. Pour ma part, en tout cas, il n'y a pas de souci. Je pense que Céline aussi. Mais si vous avez une question qui vous revient après, on peut On ne répondre. captait pas très bien. Donc, je disais, si vous avez une petite question qui vous revient, que vous avez oublié de poser, vous pouvez aussi envoyer un petit email. Il n'y a pas de souci, on vous répondra avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à Merci à l'issue de cette visioconférence, vous allez recevoir du coup le lien en replay. Vous allez recevoir également, merci Christelle, le sur lequel on s'est appuyé. Comme ça, vous aurez, si vous souhaitez du coup relire en même temps qu'écouter. Qu'est-ce qu'on avait à dire? On avait à dire donc le replay, le PowerPoint et l'invitation aussi pour une prochaine visioconférence d'ici un mois. On se laisse un mois. Ça nous laissera le temps déjà de redescendre en pression parce que c'était du boulot. Ouais. Et justement par rapport à vos interventions ce soir, merci de relancer justement une prochaine visioconférence sur des thèmes qui vous parlent. Voilà. N'hésitez pas à envoyer un message aussi pour dire des thèmes qui vous plairaient à aborder durant la prochaine visio. Les questions et les idées sont les bienvenues. Bon, Merci. on en a plein déjà, Voilà. mais si ça correspond à vous, c'est encore mieux. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On vous libère. vous. On vous souhaite Merci beaucoup. Et à Une très demain belle pour- soirée. on vous souhaite une bonne soirée. Et à très vite. Bonsoir. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.